Le Témiscamingue regorge de faits historiques, de moments importants et de diverses actualités de tout genre. Puisqu'il est facile d'oublier le passé, TV Témis veut mettre en valeur et faire redécouvrir notre patrimoine écrit. Voici Histoire mot à mot, épisode 10, Transport. Extrait de La Minerve, volume 21, numéro 1, février 2011, produit par la Société d'histoire du Témiscamingue. Le chemin de fer du Témiscamingue s'inscrit dans la foulée de l'industrialisation et l'urbanisation. La forte croissance que connaît l'Est du Canada et des États-Unis commande un accroissement de la matière ligneuse pour la construction résidentielle et commerciale. Le Témiscamingue recèle la précieuse matière première. Deux politiques gouvernementales s'affrontent. Le développement de l'agriculture prôné par le clergé et la population française, et l'autre dicté par le développement économique qui voit dans le chemin de fer un moyen privilégié de conquérir de nouveaux marchés. C'est dans ce contexte que s'ouvre la voie ferrée au Témiscamingue, une voie vers le progrès. Prélude au chemin de fer. 1679 à 1902 traite des fourrures et transports par canaux d'écorce et bateaux à vapeur. 1830-40 apparition des premiers chantiers forestiers et déclin de la traite des fourrures au profit de l'exploitation forestière. 1836-1863, mission itinérante faite par les missionnaires Oblats pour évangéliser les populations algonquines. 1863-1886, établissement de la mission Saint-Claude et rôle actif des Pères Oblats dans le développement agricole et la colonisation. 1885, fondation de la Société de colonisation du lac Témiscamingue, suite au dépôt, en 1884, du rapport du Père Charles Paradis, faisant état des sols et des qualités de la région pour l'agriculture. Cette société dirigée par le Père Gendreau sera à l'origine du peuplement de la région par le développement de voies de communication plus efficaces et rapides que le canot, soit la navigation à vapeur et le chemin de fer, et aussi par la promotion du territoire. 1885 à 1910, période intense de colonisation du territoire témiscamien. 1885 à 1906, la population passe de 222 à 3080 habitants. 1885, construction d'un chemin de fer à voie étroite le long des 6 rapides du Lonceau, où une vraie locomotive tire les tramways. Des chemins à lisse où des chevaux tirent les tramways complètent cette première infrastructure. Au pied du lac Témiscamingue, le vapeur Le Météore prend la relève pour conduire colons, bétail et marchandises au quai de la baie des Pères. 22 février 1886, la locomotive Gendreau fait son entrée haletante au pied du lac Témiscamingue. 1888, début des travaux de prolongement de la voie jusqu'à Kipawa. On voulait à cette époque que la voie se prolonge jusqu'à Ville-Marie, puis jusqu'à la baie James. 1891, un nouvel acteur fait son entrée, le Canadien Pacifique, qui possède la voie ferrée entre Montréal et Mattawa, achète l'infrastructure construite par la Société de colonisation du lac Témiscamingue et poursuit la construction vers Kipawa. 1891 à 1912, d'autres impératifs que la colonisation guident le Canadien Pacifique, l'exploitation forestière et minière s'avère plus rentable pour la compagnie. 1912 à 1921, période d'affrontement sur le tracé de la voie ferrée entre les tenants de la colonisation et ceux du secteur industriel. 1912, l'Interprovincial and James Bay Railway Company construisent le tronçon Témiscamingue-Kipawa. 1914, la Première Guerre mondiale force l'interruption des travaux. Les Oblats recherchent des alternatives afin de poursuivre le développement du Témiscamingue. Une d'entre elles consiste à relier Ville-Marie à Cobalt, en Ontario, laquelle ville est très bien servie par la Northern Ontario Railway. 1920. Promesse politique. Sous le gouvernement de Lomère Gouin, Joseph Édouard, ministre de la Colonisation, Antonio Grenier, sous-ministre de l'Agriculture, et l'abbé Ivanhoe Caron, missionnaire colonisateur, visitent le Témiscamingue en vue de la construction du chemin de fer entre Mattawa et Rivière-des-Quinze. Le tracé est alors précisé, le chemin de fer traversera la majeure partie du Témiscamingue sur 120 km et passera à Ville-Marie. Construction et anecdotes. 1921 à septembre 1922, le Canadien Pacifique achète le tronçon déjà commencé et poursuit les travaux de Kipawa à Fabre. Cette étape donne naissance au village de Laniel, constitué des travailleurs du chemin de fer. La population s'inquiète et certains craignent que le Canadien Pacifique veuille faire de Ville-Marie le terminus.
6 lettres signées par voyageurs sont publiées dans le Devoir à cet effet. Il n'y a que le Témiscamingue québécois qui est isolé. La construction du chemin de fer, c'est l'intérêt particulier qui l'emporte sur le bien général, la colonisation. Un ingénieur lui répond sur le fait que la rentabilité d'une entreprise ferroviaire repose sur la quantité de matières premières à transporter. Le Canadian Pacific ne désire pas s'associer à la colonisation du Québec et se préoccupe de la rentabilité de son entreprise. 6 octobre 1921. Le Canadian Pacific a tranché sur le tracé et la construction débute au profit des exploitants forestiers en premier lieu et du commerce régional en second lieu. Il est décidé de se rendre à Anglier en passant par les vieilles localités, chemin plus court et plus économique. On approvisionnera ainsi le moulin de Témiscamingue et les camps forestiers de la Riordan Pulp and Paper. Près de Béarn, un embranchement est créé pour Ville-Marie, où est situé le bureau des mines, autre secteur d'intérêt du Canadian Pacific, mais qui profitera aussi aux tenants de la colonisation. Septembre 1922 à 1923. On commence la construction du tronçon Fabre à Laverlechère, comprenant Gaboury et l'embranchement vers Ville-Marie. En 1922, 1200 hommes travaillent à la construction du chemin de fer. 1923 à mars 1924, on termine avec le tronçon Laverlechère-Anglier, au pied du lac des 15. L'arrivée du chemin de fer, alliée à la compagnie d'électricité Northam Québec Power, sont à l'origine de la fondation d'Anglier. 1923, construction de la gare de Ville-Marie sur un emplacement vendu par les Oblats. 10 mars 1924, inauguration du service ferroviaire depuis Témiscamingue à Anglier. Le service est assuré 3 fois par semaine. 1924, d'autres revendications. La Chambre de commerce de Ville-Marie et le Conseil de comté sont au cœur du débat. Prolonger la ligne jusqu'à Rouyn-Noranda et rejoindre le transcontinental en Ontario permettrait au Témiscamingue d'écouler ses produits vers l'Abitibi. 1925-27, acteurs et matériel du film The Silent Enemy, tourné au chute topping de Fabre, furent amenés par le train. 1930, arrivée du télégraphe à Ville-Marie, disponible 1 heure le dimanche. Entre 1930 et 40, la compagnie organise des voyages à 1 cent le mille. Plusieurs voyages de noces ont ainsi eu lieu à bord du train. Le train a aussi transporté les équipes de hockey de Ville-Marie à Témiscamingue aux frais de Simon Benoît de Témiscamingue. 31 août 1932, inondation de la voie ferrée à Anglier, 2 jours et 1 nuit. 1935, le Canadian Pacific reçoit une charte du gouvernement québécois l'autorisant à poursuivre sa ligne jusqu'à Rouyn. 1938, un enfant de la famille Labelle tué sur le coup en traversant la voie ferrée à Béarn. 1939, la Deuxième Guerre mondiale met fin à cette charte. 1943, George Eaton, chef de gare à Lorrainville, est mort dans la grande salle de la gare en tentant de nettoyer son fusil. 1944-45, deuxième tentative pour réactiver le projet de prolongement vers Rouyn. 1949, objection du Canadien national qui possède un réseau ferroviaire à Rouyn et entrevoit d'un mauvais œil la concurrence. 1950, grève générale des employés. 18 novembre 1951, incendie à la gare de Laverlechère. 9 novembre 1953, mise en service d'un wagon autorail au diesel de Mattawa à Anglier. Plus de confort, de visibilité, de propreté et de rapidité pour le transport de 48 voyageurs en position assise. 1954, les restes du frère Joseph Moffett, surnommé le père de la colonisation, sont transportés à Ville-Marie pour y être réinhumés définitivement. Impact du chemin de fer sur la vie des gens. Briser l'isolement des paroisses et de la région. Livrer et recevoir des marchandises plus rapidement. Transporter les passagers d'un village à l'autre, le même jour aller-retour, et aussi vers les villes. Favoriser la création d'emplois directs et indirects. Impact positif sur l'économie locale. Permettre l'arrivée rapide du courrier et des nouvelles. Favoriser la vente de bois de chauffage par les agriculteurs. Favoriser l'écoulement des produits agroforestiers. La gare devient un lieu de rencontre et d'échange. Favoriser les achats par catalogue. Entraîner le déclin du transport maritime. Extrait de la Minerve, volume 21, numéro 1, février 2011, produit par la Société d'histoire du Témiscamingue. Qui sont les employés de chemin de fer? Le cheminot, appelé aussi sectionnaire, voie à l'entretien et à la sécurité des voies ferrées. Salaire, 1 $ par jour, 10 heures par jour et 6 jours par semaine.
La syndicalisation de 1939 amène l'amélioration des conditions de travail et le salaire passe à 2,50 $ par jour et plus tard à 1 $ l'heure pour 40 heures semaine en 1951. Le contremaître à l'entretien supervise les cheminots, habite avec sa famille dans les maisons de section. Le chef de gare, appelé aussi agent de station, demeure aussi avec sa famille dans les gares aux frais de la compagnie. Il vaque à des tâches administratives, à la gestion des marchandises, des passagers, à l'entretien des gares et à la télégraphie des messages. Il a un salaire plus élevé que les autres types d'employés. L'ingénieur, conducteur du train. Être un employé du Canadien Pacifique, surtout après la syndicalisation, constituait un emploi stable et un statut social privilégié. Près de 80 employés provenant de Béarn ont travaillé en même temps pour le CP. Légende, on dit que le chemin de fer employait plusieurs hommes de Béarn grâce à leur robustesse attribuée à la grande quantité de mélasse qu'ils ingéraient. Béarn était surnommé à juste titre Fort à mélasse, car entre 1900 et 1945, semble-t-il que la mélasse occupait la première position des desserts dans le village. Extrait de la Minerve, volume 21, numéro 1, février 2011, produit par la Société d'histoire du Témiscamingue. Le déclin d'un rêve. 1950-1960. Amélioration du réseau routier au profit de l'automobile et des compagnies de camionnage. Concurrence vive entre les deux systèmes. 1960, transport des marchandises seulement et abandon des trains de passagers. 1970, le CP accuse des pertes financières importantes en région. Sous-utilisation du réseau. 1976, déficit enregistré par le CP pour le Témiscamingue de 390 000 $. 1977, demande d'abandon des subdivisions Témiscamingue et Ville-Marie, puis de la voie ferrée au complet. État de la voie en déclin. Limite de vitesse autorisée, vu le piètre état de la voie, 20 000 à l'heure et 10 000 à l'heure sur les ponts. Réduction du service à 2 jours semaine pour Kipawa à Ville-Marie et sur demande seulement pour le reste. Le CP maintient le service régulier de Mattawa à Témiscamingue. Novembre 1978. Consultation publique sur le démantèlement. Les milieux des affaires et socio-économiques s'y opposent et attribuent l'insuccès du chemin de fer au piètre état du réseau. Le CP réaffirme la non-rentabilité de cette ligne et la concurrence du réseau routier. Janvier 1980. Abandon du tronçon Laverlochère-Anglier. Maintien du service de fret, marchandises, de Gendreau, Kipawa, à Ville-Marie. 600 wagons par année. 4 séries, 3 usines de déroulage et 1 usine de pâte et papier utilisent les services de transport ferroviaire. Accord d'un délai de 5 ans pour poursuivre la requête d'abandon. 5 octobre 1984. Dernier train à avoir circulé sur la voie ferrée. Novembre 1985. Deuxième requête en abandon faite par le CP au Comité du transport ferroviaire, invoquant le service considérablement réduit en 1984. 4 wagons seulement sont venus à Ville-Marie, transportant des produits pétrolifères et forestiers. État lamentable de la voie, concurrence du transport routier. Les promoteurs du milieu demandent un moratoire de 4 ans afin de trouver des pistes de solution et de rentabilité. L'abandon ne produit aucun effet négatif apparent sur l'économie régionale. Aucune preuve n'est faite sur la pertinence de maintenir l'opération du corridor ferroviaire. Janvier 1986, fin officielle de l'exploitation. 1988, abandon du tronçon restant, Témiscamingue-T-Lake, et ce, malgré les protestations de la Commonwealth Plywood. 1989, dernier tronçon démantelé et fin du chemin de fer au Témiscamingue. Extrait de la Minerve, Il était une fois le Témiscamingue, de la Société d'histoire du Témiscamingue. La Force. Nom donné en l'honneur du sous-ministre de la colonisation au Québec. C'est la plus jeune colonie du comté du Témiscamingue. On a longtemps appelé l'endroit d'Evelyn,
qui est le nom du canton et à cause du ministre de la colonisation à l'heure de l'arpentage. 1910-11, un chemin de pénétration est tracé partiellement par le canton Brodeur jusqu'au lac Lemoine en prolongeant celui de Develin par le frère Moffett afin de ravitailler les ouvriers du chemin de fer transcontinental à travers la forêt, les lacs, les montagnes, sur une distance de 200 000. 1937, fondation de cette colonie. Le premier camion à arriver près du pont flottant sur la rivière Cloc contiendra la famille Cosma-Poitras, qui venait de subir la perte par le feu d'un magasin, bureau de poste et maison à Sainte-Eugène-de-Guille. Elle comprenait 14 membres et fut plus tard lauréate du mérite agricole. Du canton Brodeur, Napoléon Breton, père de 19 enfants, est le premier à choisir son lot. Extrait du cahier Laverlechère de la Société nationale des Québécois de l'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur André Marchand de Guigues vient d'obtenir le contrat pour le transport des voyageurs et des marchandises, nous reliant ainsi avec Belle-Terre. Les voyageurs désireux de se rendre à ce dernier endroit n'ont qu'à se rendre chez Monsieur Napoléon Nadeau, d'où le départ de l'autobus s'effectue tous les jours, y compris le dimanche. Le chemin La Tulipe-Belle-Terre est maintenant terminé. Nos cultivateurs auront donc dès le printemps prochain un chemin convenable pour le transport de leurs produits. Monsieur Jean Gras de La Tulipe a le contrat pour le transport de la malle à Belle-Terre. Les Belle-Terriens auront désormais un service postal 3 fois la semaine. Voici un extrait de la Minerve, Il était une fois le Témiscamingue, produit par la Société d'histoire du Témiscamingue. Le développement de notre région à la fin du 19e et au début du 20e siècle est étroitement lié à la navigation sur le lac. On peut parler de 3 différents types de navigation sur le lac Témiscamingue. Tout d'abord, pendant des centaines d'années, les Premières Nations, particulièrement les Algonquins, se déplacent sur le lac à l'aide de canots de différentes longueurs selon les besoins. Voyager avec peu de bagages, faire du transport ou encore déplacer plusieurs personnes à la fois, et ce qui nécessite de plus grandes embarcations. Au 17e siècle, les Français ont vite pris l'habitude des Amérindiens pour se déplacer en canot au lieu d'utiliser leurs lourdes barques peu maniables sur nos lacs et rivières. Le second type de navigation est l'utilisation du navire à vapeur. Olivier Latour, un marchand de bois indépendant, est le premier à utiliser ce type de moyen de transport sur le lac Témiscamingue le 24 mai 1882 lorsqu'il fait flotter un navire à vapeur, le Matawan. Ce navire est utilisé comme remorqueur pour amener le bois de ses chantiers à son moulin à l'embouchure de la rivière Kipawa. Il le vend à la Société de colonisation qui l'utilise pour le transport des colons. Ce navire mesure 66 pieds de long et 10 de large et a un moteur de 16 chevaux vapeur. Presque tous les navires fonctionnent avec des roues à aubes, soit une de chaque côté ou une à l'arrière. Peu à peu, ils sont modifiés pour utiliser une hélice. Joseph Miron construit ici le premier navire appelé l'Argo, à l'hiver 1881-82, avec du bois coupé probablement sur la rivière Blanche, près de New Liskeard. Il entre en fonction quelques jours seulement après le Matawan. Il sert comme remorqueur et peut accommoder 40 passagers. Il mesure 125 pieds de long et 39 de large avec un moteur de 45 chevaux vapeur. Il est détruit par le feu le 17 octobre 1904. Le plus grand bateau à voguer sur le lac est l'Alexandra, avec ses 148 pieds de long et 26 de large. Il est construit à la base d'Opémican en 1903. Il a un moteur de 96 chevaux vapeur. C'est un remorqueur et il est retiré du service en 1930. Le dernier bateau à vapeur utilisé sur le lac et ayant servi le plus longtemps est le Lady Minto, un remorqueur bâti en 1903 avec ses 138 pieds de long et 24 de large. Il brûle en 1962. Son équipage compte 12 membres. Le navire le plus connu à avoir navigué dans notre région est le Météore, construit par Charles Morin à Ville-Marie
à l'hiver 1886 sous le nom La Minerve pour la Société de colonisation. Il sert au transport des colons et des marchandises entre le Long-Sault et les différents endroits autour du lac où il y a des villages, tant en Ontario qu'au Québec. Il a une importance égale dans l'histoire pour les Québécois et les Ontariens pour le développement de notre région. Il mesure, après toutes les transformations effectuées, 130 pieds de long par 27 de large. Alex Lumsden l'achète le 6 mars 1886. Le Météore est le navire amiral, si on peut l'appeler ainsi, de toute l'importante flotte qu'a M. Lumsden. Il brûle et coule le 29 novembre 1926. Peu importe l'endroit où il accoste, le Météore rassemble les villageois venant voir les arrivants et les touristes, et certains viennent chercher leurs marchandises et leurs courriers. Ce navire effectue l'aller-retour d'un bout à l'autre du lac 3 fois par semaine. Il quitte Témiscamingue à midi, entre à Ville-Marie à 4h30, à Haileybury à 6h10 et New Liskeard à 7h. Le lendemain, il fait le chemin inverse. En 1908, il en coûte $1 pour un passage de Témiscamingue à Ville-Marie ou Notre-Dame-du-Nord, $4 pour une vache, $1 pour un mouton. Un repas à bord coûte 75 sous en première classe et 50 sous en seconde classe. Le troisième type de navigation utilise des bateaux à essence au diesel et à coque de métal, comme le P.J. Murray, qui est un remorqueur très lourd avec ses 60 tonnes. Il est en fonction de 1949 à 1977. Ce type de navire est surtout utilisé pour le flottage du bois. Entre le Matawan et le Murray, soit de 1882 à 1977, en 95 ans de navigation, plus de 50 navires sont en service sur le lac Témiscamingue, dont 15 ont brûlé ou coulé, quand ce n'est pas les deux à la fois. Il y a aussi de plus petits navires, soit pour le transport des gens ou de la marchandise, ou pour le transport du bois. Il faut aussi compter 11 alligators à naviguer sur le lac. Au cours de ces presque 100 ans de navigation, on n'a pas à déplorer trop de pertes de vie dues à ces accidents. Le 12 novembre 1915, le bateau Eileen fait 4 morts après avoir coulé lors d'une tempête entre Haileybury et Notre-Dame-du-Nord. Le 11 novembre 1908, une explosion sur le Témiscamingue fait 3 morts parmi les marins et 7 blessés. Un passager est aussi tué. Au cours de toute l'histoire de la navigation sur le lac Témiscamingue, soit de 1882 à 1977, plusieurs compagnies maritimes s'impliquent tant dans le transport des passagers, de la marchandise que du flottage du bois. L'on retrouve la Société de colonisation du lac Témiscamingue pour le transport des colons et de leurs possessions, l'Upper Ottawa Improvement Company, ICO, assure le flottage du bois sur le lac. M. Alex Lumsden, propriétaire de la Lumsden Steamboat Line, possède les plus importants navires à sillonner le lac. La compagnie de navigation de Ville-Marie assure le service entre Ville-Marie et Haileybury avec quelques navires. La Témiscamingue Navigation Company et la Upper Ontario Steamboat Company donnent le même genre de service du côté ontarien. L'on retrouve aussi plusieurs petites compagnies ou propriétaires indépendants au cours de toutes ces années. Pendant ce temps, surtout au début des années 1900, durant la belle saison, des bateaux, dont le Météore et le Témiscamingue, servent aussi à ce qu'on appelle des Moonlight Cruises, c'est-à-dire des croisières sur le lac pour s'amuser, danser au son des orchestres et se payer une bonne bouffe. Ces voyages ont toujours lieu les samedis et les dimanches entre 7 et 11 heures et sont très populaires, surtout à Haileybury. Pour citer Mme Godette Brault dans son livre Témiscamie, après avoir quitté le quai d'Haileybury,
le bateau longe la côte ontarienne en direction sud vers le Devil Rock, puis vers le Vieux-Fort, puis on longe la côte témiscamienne passant devant Ville-Marie, la tournée des îles, du collège brûlé du chef. Puis on passe à Notre-Dame-du-Nord avant de revenir au point de départ. Il n'est pas rare non plus que ces bateaux servent au transport des gens venant à Ville-Marie en pèlerinage. L'importance de la navigation sur le lac diminue en 1904, lorsque Haileybury est rattaché par l'arrivée du chemin de fer, la compagnie Ontario and Northland Railways à Mattawa. Pour la région ontarienne, on n'est plus prisonnier du lac, si on peut s'exprimer ainsi. Le chemin de fer ontarien a aussi une influence très grande sur les comités de la rive québécoise pour le transport des gens et des marchandises. Le coup de grâce à la navigation, autre que celle du flottage du bois, est l'arrivée du Canadien Pacifique en 1923-24. Dorénavant, les Témiscamiens et les marchandises peuvent voyager rapidement des grands centres vers notre région. Extrait du journal Le Reflet du 12 avril 2016, article de Francis Prudhomme. Duhamel-Ouest, c'est aussi l'île du Collège, un endroit mythique du Témiscamingue. Ses paysages à couper le souffle, son histoire et ses légendes y sont certainement pour quelque chose. De par sa situation géographique, le fait qu'il s'agit d'une île entraînera son lot de particularités parfois amusantes. Saviez-vous que, avant que le niveau d'eau du lac ne soit augmenté pour les besoins du barrage de Témiscamingue en 1917, rien n'était plus facile que de quitter l'île. La distance la séparant du reste du monde n'est que d'une dizaine de pieds, mais par la hausse du niveau de l'eau, la distance augmente à 1200 pieds. Dans les débuts de la vie sur l'île du Collège, pendant l'été, les habitants sortent de l'île en chaloupe ou en chaland, mais c'est à l'approche de la saison froide que les choses se compliquent. La glace rend les habitants prisonniers de leur île. Ceux-ci demandent donc à ce qu'on construise un pont ou une digue. Une pétition est même déposée à l'été 1933 pour que la municipalité se charge du service de chaland, ce que la municipalité refuse. Puis, en 1935, celle-ci change d'idée et achète une chaloupe pour les gens qui doivent traverser seuls avant de faire l'acquisition d'un nouveau chaland en 1936 au coût de 925 $. Pour une personne à pied, il en coûte 5 sous et 3 sous au retour. Pour une personne et un animal, le prix est fixé à 10 sous. Pour une voiture, c'est 20 sous qu'il vous en coûtera, plus 5 sous additionnels par personne s'il y a plus de 5 passagers. Toutefois, en 1937, une pétition est déposée au gouvernement québécois pour la construction d'un pont. Au moment où le gouvernement accepte de financer le projet, les habitants de l'île se mettent eux-mêmes au boulot. Ils prennent la roche des deux côtés de la rive afin de relier l'île à la terre ferme. La subvention gouvernementale arrivera en 1947, moment où les travaux débutent officiellement pour se poursuivre sur une période de près de 2 ans. La traverse en pierre et sable n'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire, car elle n'est pas très large, en plus d'être près du niveau de l'eau. Conséquence, un passager doit régulièrement faire le trajet devant le véhicule pour retirer les billots de bois projetés dans le chemin par les vagues. Après une tempête, il n'est pas rare d'y apercevoir des poissons morts. En 1950, la traverse est élargie et relevée pour la rendre plus sécuritaire. Pendant la même année, le chemin est gravelé pour favoriser le passage des automobiles. L'arrivée du pont améliore la qualité de vie des insulaires, mais la modernité n'est pas encore au rendez-vous, car l'électricité ne fera son apparition sur l'île qu'en 1956 et il faudra attendre jusqu'en 1972 pour avoir le téléphone sur l'île du Collège. C'était Histoire mot à mot, une production de TV Témis avec les voix de Véronique Beaulé, agente de développement culturel à la MRC de Témiscamingue. Odette Caron, comédienne et coordonnatrice du domaine Breed. Dominique Fortin, enseignante. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d'une mesure du Plan culturel numérique du Québec.